nous entamons la dernière session de ce magnifique colloque, n'est-ce pas ? Je peux, puisque ce n'est pas à moi que j'envoie ces quelques fleurs, mais aux personnes compétentes. Et alors cet après-midi, nous allons de plus en plus à l'est, n'est-ce pas ? Avant de revenir vers le couchant à la fin avec Jean-Yves Tilliette. Alors, donc, l'Inde, le Japon, une pause, puis la communication de Jean-Yves Tilliette et les conclusions de Véronique Shields et de Jacques Joanna, après quoi il y aura une visite de la villa, parce que certains d'entre nous ne la connaissent pas encore dans tous ses détails et dans toutes ses beautés. Je me dispense de lire le titre de la communication de Pierre-Sylvain Filiosa. Ça nous fait gagner quelques minutes et cela m'évite de me ridiculiser. D'ailleurs, il est affiché là. Cher ami, vous avez la parole. Merci beaucoup, puisque j'ai cet honneur de parler dans la Villa Kérilos et d'un sujet qui m'est cher, puisque je suis indien. Le Yavana Jataka, c'est un titre très simple. Yavana, tout le monde connaît le sens de ce mot, c'est la désignation sanscrite pour parler des Grecs et de tout ce qu'il y a à l'ouest, mais à l'époque ancienne, il parle spécifiquement des Grecs et de la période hellénique. C'est venu à travers le vieux perse. Bon, je n'insiste pas. Jataka, ça veut dire la naissance. Alors, ce sont les naissances du Bouddha, mais quand il s'agit d'astrologie, alors là, il s'agit d'autre chose. Il est impliqué tout simplement qu'il s'agit de génétriologie. Je trouve que le sanskrit est plus facile à prononcer que le grec. J'ai traduit par horoscopie grecque parce que le traité porte titre relatif à la naissance et à la prédiction à partir de la date de naissance, mais en fait il traite de beaucoup d'autres matières et pratiquement de toutes les matières de l'astrologie. Donc horoscopie, c'est plus général, et tout à l'heure j'expliquerai le terme horoscopie qui en sanskrit est tout simplement Hora Shastra. Le texte, le Yavana Jataka, dont l'auteur est Spujit Vajja, a été édité, traduit, commenté par David Pingree en 1978. Pingree a posé immédiatement la thèse sur la base des 3 vers finaux qui parlent de la composition de l'ouvrage. Il a posé la thèse que le Yavana Jataka a été composé par un grec indianisé, comme il l'appelle, dans le royaume Kshatrapa, en 269-270 de l'ère chrétienne, et il a eu l'idée qu'il y avait simplement une versification en sanskrit d'un original grec en prose composé à Alexandrie en 149-150 de notre ère par un grec appelé Yavaneshvara. Bon, je vous montrerai les 3 strophes en question et je vous donnerai mon interprétation. Pingree est un grand savant et on lui doit énormément. C'est quelqu'un qui avait une érudition sans limite dans l'astronomie et l'astrologie et toutes les sciences de divination mésopotamiennes, grecques et sanskrites. Il travaillait aux côtés de Neugebauer, qui est un autre nom illustre. Donc, ce n'est pas sans raison que l'on récuse toute sa datation et tout ce que je viens de dire de sa thèse de la composition du Yavana Jataka. Pingree a fait quelques mauvaises lectures et une reconstitution malheureuse là où il y avait une lacune. Il est certainement très excusable.
de s'être trompé, parce que, vous voyez, il a fait une restitution là où il y a le cercle rouge, sur la photographie du bas, qui en fait est le manuscrit, ou plutôt un mauvais microfilm d'un manuscrit unique sur lequel il a travaillé. Et évidemment, pour se tirer d'un manuscrit de ce genre, d'un document de ce genre, c'est extrêmement difficile. Il a tous les mérites du pionnier. Alors, depuis une date récente, on a trouvé un nouveau manuscrit. On a retrouvé, voilà, le même passage qui est dans la lacune ici, entouré d'un cercle rouge. Vous voyez la différence. Alors il faut lire Arkendu, alors que Pingree avait pensé à Anka, tout à fait hypothétique. Voilà le manuscrit nouveau sur papier. Et voici l'ancien manuscrit dont Pingree ne possédait qu'un microfilm très médiocre. Alors même le nouveau manuscrit sur feuille de palmier est aussi très endommagé, très fragile, et il a même, depuis le microfilm, il a même perdu un petit morceau à droite. Les 3 vers en question sont ceux-ci. Alors, je propose ma traduction personnelle qui diffère très peu des traductions faites tout récemment par Harry Falk, Bill Mack, qui ont travaillé et corrigé la thèse de Pingree. Alors, ainsi, de l'océan de paroles, mine des joyaux que sont les objets de l'horoscopie, océan descendu du soleil, des constellations, des planètes et de Vishnu. Descendu, c'est le mot avatarat, il s'agit d'un avatar, d'une divinité. Réalité est ensuite perçue par les principaux grands sages. Alors, ayant sa perception de la réalité venue de la grâce du soleil, le seigneur ou un seigneur des Grecs, ou un seigneur grec, au langage sans reproche, pour une transmission au monde terrestre, dans des paroles premières, prononça cet enseignement des objets de l'horoscopie. Jadis, dans des temps très anciens, l'intelligent roi Spujitvaja de nom fut celui qui mit en 4000 Indravajra, c'est le nom d'un maître de 11 syllabes, tout ceci qui fut perçu, c'est le savoir de Narayana, le plus grand Dieu, le soleil, la lune, Maya et autres. Alors il s'agit ici d'un mythe type d'origine divine d'une science ou d'une discipline. Presque toutes les disciplines sanskrites se sont forgées un mythe de cette structure et d'une structure toujours semblable. Donc le topos nous dit qu'il y a des dieux, un savoir éternel, ici l'astrologie est considérée comme ayant toujours existé, mais uniquement connue par les dieux. Alors, l'ensemble de ces dieux, Vishnu, Graha, les planètes, Riksha, les constellations, Anshumat, le soleil. Toutes ces divinités, et tous ces astres sont divinisés, toutes ces divinités se sont incarnées en un personnage, c'est toujours un personnage mythique en qui il s'incarne et qui est capable, assez puissant et assez surnaturel pour pouvoir recevoir une incarnation. Le personnage dans lequel les dieux s'incarnent est appelé ici Yavaneshvara. Yavaneshvara, ça veut dire roi des Grecs ou bien roi grec, tout simplement. C'est une dénomination vague, ce n'est pas un nom propre. Pingree l'avait pris comme un personnage historique, je crois que c'est insoutenable. Il s'agit d'un personnage mythique. Et puis, même après ce Yavaneshvara, eh bien, il y a eu une lignée de sages qui se sont transmis de maître à disciple le savoir astrologique venu du ciel. Et
Spujit Vajja, alors lui, c'est l'auteur historique qui a bien existé et qui a mis en vers ce savoir. Alors, un autre topos est affirmé dans la première ligne, Swabhasha Rachanati Guptat. Ce savoir des dieux était caché, profondément caché dans leur langage. Leur langage, c'est le langage des dieux qu'on ne connaît pas forcément, et puis c'est aussi le jargon technique de l'astronomie et de l'astrologie. Alors le mérite de Spujit Vajja, eh bien, c'est d'avoir mis en vers ce savoir merveilleux venu du ciel, par une longue lignée de sages et une longue transmission. Alors ceci a quand même l'intérêt d'affirmer et de revendiquer la tradition grecque. Donc la Grèce a sa part et elle vient de cette façon. Alors la Grèce nous avons Pingree avait cru lire des nombres dans les séries de noms de Dieu, c'est guère tenable, et évidemment il s'agit d'une incarnation de différents dieux. On n'a pas dénoncé de date en deux endroits dans ces trois strophes. Alors quelle est la date du Yavana Jataka? Il se révèle comme un des textes d'astrologie les plus anciens qui existent en Inde. Si l'on ne retient pas les dates proposées par Pingree, eh bien, on est obligé de se fonder sur trois pauvres indices. Alors, un indice qui est quand même assez fort, le premier, eh bien, c'est la... Je ne veux pas me tromper. Voilà. Oui, il y a un chapitre d'astronomie mathématique à la fin du traité d'astrologie. Et là, il y a une époque qui a été choisie, fixée à 22 de notre ère. Pingree s'est encore une fois fourvoyé, il avait cru lire 167, mais il s'agit bien de 22. C'est l'époque qui sert de base pour définir les temps, pour mesurer les temps qui servent à déterminer les positions des planètes. Donc nous avons une date de 22, l'ouvrage composé ayant choisi cette date qui est originale et certainement composée après. La date finale avant laquelle il a pu être composé, eh bien, nous avons une citation d'un auteur du 7e siècle, du début du 7e siècle, Bhaskara Ier, le commentateur d'Aryabhata. Donc entre le 1er et le 7e siècle, il faut trouver quelque chose. Le seul indice que l'on a pu voir, c'est une mention de religieux shivaïtes qui sont appelés Kapalika. Et ces religieux shivaïtes, ces ascètes qui portent un crâne pour imiter le dieu Shiva, sont mentionnés dans la littérature à partir des 4e, 5e siècles. Pingree avait cru tenir avec ce texte le chaînon qui permettait de passer de la Grèce, de l'astrologie grecque à l'astrologie indienne. On est obligé de réviser un peu cette idée. Il s'agit d'un traité qui est dans la tradition indienne, mais se souvenant quand même d'un lointain passé grec. Pingree l'avait situé à l'époque des Kshatrapas, dans l'ouest de l'Inde, avec les nouvelles dates 4e, 5e siècle, c'est le début de l'empire Gupta. Donc nous ne sommes plus à l'époque où des Grecs étaient présents et avaient un rôle important dans la transmission de leur culture à l'Inde. Nous sommes dans la continuité de cette époque.
L'influence grecque est évidemment très fréquente et très marquante dans tout ce texte. Il faut, pour la mesurer, alors je ne prendrai que quelques exemples, faute de temps. Jusqu'à quelle heure? On a commencé un peu en retard, vous avez jusqu'à 5, 10... Je me dépêche. On peut mesurer l'influence grecque d'après plusieurs critères. J'ai choisi comme exemple les planètes et les propriétés des planètes. Alors, c'est assez simple du côté grec. Il y a un critère de propriété, un critère de classification des planètes. Elles sont chaudes ou froides, humides ou sèches, bienfaisantes ou malfaisantes. Alors, ceci se retrouve exactement dans l'Inde. Spujit-Vajja a un énoncé disant que les planètes malfaisantes, c'est-à-dire le Soleil, Mars, Saturne, sont toujours chaudes, et les planètes bienfaisantes, Vénus, quelles autres planètes, je ne veux pas trop me tromper. Alors, Jupiter, Vénus et la Lune sont froides, et Mercure, il est toujours entre les deux. C'est aussi un caractère grec au départ. Mercure, il s'adapte à tout le monde. Et quand il est en contact avec une autre planète, eh bien, il prend les propriétés de l'autre planète. Donc de temps en temps, il est méchant, de temps en temps, il est gentil. Les planètes sont apparentées déjà dans la culture grecque à diverses catégories de propriétés. Et elles ont un sexe. En Grèce, c'est très net. Séléné, Aphroditê sont féminines. Toutes les planètes du côté de l'Inde sont masculines. Et Chandra, la Lune, est un nom masculin. Shukra, Vénus, est aussi un nom masculin. Mais déjà dans l'astrologie grecque, les planètes, selon leur position, peuvent prendre un autre sexe, c'est difficile à dire. Enfin, les textes disent souvent qu'elles prennent un autre sexe. Mais en fait, il faut comprendre qu'elles prennent des propriétés contraires ou différentes de leur sexe. Les planètes masculines vont adopter des propriétés féminines. Alors, ceci a été transmis dans l'Inde aussi. Et seulement les différentes positions, là nous avons souvent des modifications, et même dans la littérature indienne, ça change très fréquemment. Mais le principe de l'idée reste quand même. Alors les planètes indiennes sont toutes masculines, elles ont des louvoiements de propriétés, mais elles sont aussi apparentées à diverses catégories de principes, en particulier aux 5 éléments. Alors l'astrologie grecque apparente et met en parallèle les planètes avec 4 éléments, puisqu'en Grèce il y en a seulement 4, la terre, l'eau, le feu et l'air. En Inde il y a un 5e élément. L'air, on l'appelle vent parce que l'air est mobile et parce qu'on le sent au toucher. Et puis il y a un 5e élément qui est un mot signifiant le ciel, signifiant le vide, et qui a pour propriété de donner de l'espace aux autres éléments. Autrement, s'il n'y avait pas quelque chose de matériel qui donne de l'espace, les autres éléments auraient leurs atomes compressés les uns contre les autres. Il n'y aurait pas de possibilité de constitution du monde. Apparentement aux 5 éléments, alors Mercure correspond à la terre, Vénus à l'eau, ça c'est un caractère grec d'ailleurs, Mars au feu, on a la même chose en Grèce, Jupiter au vent, et Saturne, on le place avec le vide.
les 5 éléments sont aussi les principaux composants du corps humain. Et il y a cette idée fondamentale qui existe en Grèce et qui est d'ailleurs la base de l'astrologie, c'est le principe de l'identité du macrocosme et du microcosme. Ceci n'est pas un emprunt, en Inde ce n'est pas un emprunt à la Grèce parce que ça existe déjà depuis les plus anciens textes védiques. Alors parmi les 5 éléments, il y en a 3 qui dans la constitution du corps ont un caractère spécial et c'est eux qui règlent la physiologie du corps. Alors c'est le feu qui est la bile et qui donne la température du corps, c'est le flegme, l'eau, qu'on appelle par un terme que l'on traduit couramment par flegme, qui lui représente tous les éléments aqueux à l'intérieur du corps, et puis le vent ou le souffle qui règle la respiration et tout mouvement à l'intérieur du corps. Ces 3 éléments qui sont la base de la physiologie sont aussi sujets à des troubles. Alors à ce moment-là, on les appelle dosha, troubles. Les planètes sont mises en rapport avec ces 3 doshas, ces 3 troubles ou 3 éléments principaux du corps. Mars correspond à la bile, au feu, Vénus à l'eau et au flegme, Saturne au vent et au souffle, le Soleil, lui, il correspondra à la bile et au flegme unis ensemble. Jupiter et la Lune correspondent tous les deux ensemble à une combinaison du flegme et du vent. Et puis Mercure, il est naturellement connecté au vent, mais selon sa position, eh bien, il prend la qualité d'une autre planète. Une chose qui est typiquement indienne, et c'est là que l'astrologie grecque se transforme assez considérablement, c'est un apparentement très fréquent, rencontré très fréquemment aux 3 substances qui composent la prakriti. La prakriti, c'est la matière qui est indifférenciée et qui, par transformation successive, au cours de la création, au cours du temps, se transforme en les différents composants de l'univers. Alors, déjà, à l'état indifférencié, cette prakriti est conçue comme ayant 3 substances, comme faite de 3 substances ayant chacune leur qualité particulière. On les appelle sattva. Sattva, c'est ce qui réalise tout ce qui est lumineux et c'est aussi la source de l'intelligence. Il y a rajas qui correspond à la passion et à l'activité, et puis tamas qui correspond à l'inertie et au défaut d'intelligence. Donc les planètes vont être apparentées et classées aussi selon ces trois critères. Et j'insiste sur ce point parce que eh bien, c'est un apparentement des planètes qui est typiquement indien et dont je n'imagine pas de traces dans l'astrologie grecque, mais on trouve quand même les qualités des 3 substances sont aussi un peu les qualités déjà attribuées aux planètes du côté de la Grèce. Alors le sattva, la lumière et l'intelligence, eh bien ça caractérise Jupiter, Mars et le Soleil. Le rajas, la passion et l'activité, ça caractérise Vénus et la Lune. Le tamas, évidemment, ça caractérise Saturne. L'inertie et la malfaisance, c'est toujours pour Saturne, dans toutes les civilisations. Il y a un apparentement aux classes sociales, non pas de la Grèce, mais évidemment de l'Inde. Donc il y a des planètes, Jupiter et Vénus, qui sont brahmanes. Il y a le Mars et le Soleil sont kshatriya, guerriers. Mercure et la Lune sont vaishya, comme la fonction économique.
Et puis il y a un serviteur méprisé, c'est Saturne. Il y a une règle d'amitié et d'inimitié entre les planètes. Je ne suis pas sûr que l'Inde soit tout à fait originale sur ce point. Mais enfin, je vous donne les règles indiennes. Pour le Soleil, Jupiter est un ami et toutes les autres planètes sont des ennemis. Pour Jupiter, toutes les planètes sont des amis, mais Mars est un ennemi. Pour Mercure, tous sont amis, le Soleil est son ennemi. Pour Vénus, toutes les planètes sont amies, le Soleil et la Lune sont ses ennemis. Pour Mars, Vénus et Mercure sont des amis et toutes les autres planètes ennemies. Pour la Lune, c'est Jupiter et Mercure qui sont amis, les autres planètes étant ennemies. Et pour Saturne, eh bien, tous, sauf Mars, le Soleil et la Lune sont amis, ceux qui restent sont ennemis. Je pourrais continuer, sauf qu'il n'y a peut-être pas assez de temps. Mais je peux vous montrer un tableau du nom des planètes. Ils sont très nombreux. Le sanskrit admet des quantités de synonymes et il donne souvent beaucoup de sens aux mêmes mots. Donc, vous avez les noms principaux pour les différentes planètes. Je n'insiste pas, je vous signale juste un nom curieux, Aspujit, pour Shukra, pour Vénus. Aspujit, par sa sonorité, a été rapproché de Aphrodite. Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit un nom, un nom d'origine grecque. Aspujit a été aussi avancé pour expliquer le nom de l'auteur Spujit-Vajja. Ce n'est pas non plus très convaincant, il faut perdre une syllabe pour trouver Spujit. J'ai compté 22 mots grecs empruntés phonétiquement, littéralement, par le sanskrit. Mais il se trouve qu'en sanskrit, il y a la même sonorité, il y a les mêmes phonèmes, mais quelquefois le sens diffère. Alors je vous donne un seul exemple, c'est hora. Hora, c'est le mot grec transcrit exactement. Alors hora, ce sont les 24 heures, les 24 divisions du jour et de la nuit. En sanskrit, il y a une autre division courante, le muhurta, une division, le 30e du jour et de la nuit, du Niktémer. Donc les Indiens ont gardé leur vieille division du Niktémer et ils ont relégué le hora, dont ils ont fait le nom principal de leur discipline, en lui donnant ce nom de Hora, mais ils ont retenu Hora sans modifier son sens parce qu'ils l'emploient comme signifiant un demi-signe du zodiaque, c'est-à-dire 15 degrés sur le cercle du zodiaque. Il y a un autre traité dont j'ai annoncé le nom, c'est celui de Varaha Mihira. Alors, le traité de Spujit-Vajja a été un peu oublié, il est resté dans l'ombre. Il est cité quelquefois, mais le traité appelé Brihad Jataka, la grande horoscopie, a eu un succès prodigieux. Il faut dire qu'il a des qualités littéraires, il est mieux ordonné, et sans doute pour cette raison, il a supplanté l'usage du Yavana Jataka. Mais il reproduit la même matière, je crois qu'il l'enrichit sur certains points, et assez curieusement, il reproduit peut-être plus de faits grecs d'origine que dans l'ouvrage de Spujit-Vajja. Ceci dit, les planètes, j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient conçues comme des dieux, alors elles ont évidemment été représentées
dans la religion, dans les monuments. Spujit-Vajja, je le situe au début de l'Empire Gupta. Voici un bas-relief, un linteau qui représente le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, et puis 2 autres en plus. Là, ici, il n'y en a qu'un seul, Rahu. Rahu, c'est le nom du démon qui dévore périodiquement la Lune. En réalité, il correspond à une réalité astronomique qui est le nœud ascendant indiquant la position de la Lune au moment de l'éclipse. Donc il y a une légende mythologique qui veut qu'il y avait un dragon qui dévorait la Lune périodiquement, et ce dragon s'était emparé de la liqueur d'immortalité, et puis la Lune s'en est aperçue, l'a dénoncé aux dieux qui l'ont coupé en 2. Alors, ce démon a été dupliqué en 2 parties. Une partie moitié homme, juste un tronc d'homme, une autre partie avec un corps de serpent, une queue de serpent. Elles sont représentées au bout. Ici, voici une série complète. Donc, on dit couramment en Inde que l'on n'a pas 7 planètes, mais 9, parce que l'on ajoute Rahu et Ketu. Rahu et Ketu correspondent au nœud ascendant et au nœud descendant. Et puis on ajoute Ganesha. Ganesha, bon, c'est le dieu favori. On le trouve partout. Voilà donc la série la plus commune des représentations des planètes. Celle-ci date du Xe siècle. Elle est originaire du Bengale. Vous pouvez noter que sur la ligne du bas, il y a une série de petits animaux. Chaque planète a sa monture. Alors il y a le chien pour Saturne, il y a le rat pour Ganesha, le chien pour Saturne, et puis après, je ne sais plus trop pour ce qu'il y a. Là aussi, c'est un constant, et même en Inde, dans l'iconographie, ça a changé assez fréquemment. Je vous montre une autre image qui, elle, est moderne. Je l'ai vue construire. Mais ceci simplement pour vous donner l'idée de la popularité des 9 planètes. Alors, à époque assez tardive, dans le sud de l'Inde, elles sont disposées sur une plateforme carrée. La disposition peut varier un petit peu, mais là, nous avons Rahu dans l'angle, avec son animal qui est le chien. Non, ça ne devrait pas être le chien, c'est autre chose. Bon, Et ceci provient d'un petit village où cela a été ajouté, construit tout récemment dans un ancien temple de Hanuman, le dieu singe, couramment. Le soleil est toujours au centre. C'est la seule chose constante que l'on trouve dans cette disposition. Mais vous voyez la transformation de la représentation que le peuple entier a, parce que c'est une dévotion qui s'adresse à tout le monde. Je vous montre une dernière image. Rahu et Ketu peuvent être représentés sous la forme d'un dragon. Alors, ils vont manger la lune. Ils sont chacun d'un côté, pas au même moment, mais enfin, ils sont tous les deux susceptibles d'attaquer la Lune. La tache de la Lune est interprétée comme ayant la forme d'un lièvre. Alors ici, vous voyez le lièvre dans la Lune, effrayé, ne sachant de quel côté aller, parce qu'avec le mouvement le cercle sur lequel se déplace la Lune mènera forcément soit à Rahu, soit à Ketu, au nœud ascendant ou au nœud descendant. Je vais m'arrêter avec ceci, faute de temps, mais pas faute de matière, parce que j'en ai beaucoup d'autres. Mais j'ai voulu montrer quand même l'apport considérable de la Grèce. Et puis, c'est un fait que cela subsiste, mais jusqu'à nos jours.
dans la pratique courante, dans la pratique quotidienne. Avec Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, eh bien, les planètes sont les divinités les plus adorées. Évidemment, on se méfie un peu des planètes. Et quand quelqu'un se fait faire son horoscope, eh bien, on va faire le tour de cette plateforme pour demander et obtenir la protection de tout ce qui pourrait être malfaisant, maléfique, venant des planètes. Je crois que plus la population de l'Inde et plus la population du monde augmente, plus la science progresse, plus on croit à l'astrologie. Je vous remercie.